Bonjour à tous, nous sommes le 7 août 2025 et nous allons vous présenter aujourd'hui le 45e numéro du Libre Entretien avec l'écrivain Jacob Cohen. Bonjour Jacob. Bonjour Salim, bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir d'être sur cette chaîne. Merci infiniment. J'ai vu une interview dernièrement qui est passée sur Tribune Libre. Oui. Que j'ai trouvé super intéressante. Bon, c'est le 1er août, hein, il y a une semaine. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer pour parler de ton travail et surtout de l'actualité. Et il faut dire que les deux sont parfaitement liés. Je suis vraiment très content de te recevoir sur notre chaîne puisqu'on se connaît depuis maintenant un moment déjà. Et que j'ai lu plusieurs de tes livres. Donc, mais pour nos lecteurs, il faut quand même te présenter. Donc, tu es né le 15 août 44 à Meknès, au Maroc, donc juif franco-marocain. Non, juif marocain au départ, pardon. Comment? Au départ, juif marocain. Ah, bien sûr, purement oui. Marocain, bien sûr. Et oui, après… Franco est venu bien plus tard. Voilà. Tout à fait, clairement, tout à fait. Donc, tu as fait des études de droit à Casablanca, puis Sciences Po à Paris. Oui. Tu as travaillé en tant que prof de droit à Casa de 78 à 87, une dizaine d'années. Oui. Voilà. Et après, il y a eu plusieurs, comment on appelle ça, séjours un petit peu à Montréal, Berlin, etc. Et ensuite Paris. Pour y rester voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, faut-il ajouter aussi que on le voit par exemple dans l'entretien avec Tribune Libre, que tu étais un fervent sioniste qui a très vite appartenu au mouvement sioniste secret au clandestin au Maroc, et que tu as également été franc-maçon, oui. et puis voilà, et que tu as fait connaître. Là, on pourra pas enlever ça de l'histoire. Jacob Cohen a fait connaître au monde francophone le concept des Sayanim, dont on va parler après. Donc, l'œuvre de Jacob Cohen est diverse, puisqu'elle contient aussi bien c'est des romans et qui s'appuient sur des faits réels. D'ailleurs, vous pouvez voir ici… combien de livres tu as écrit? Une quinzaine? Une quinzaine, oui. Voilà. Donc, Les noces du commissaire, Le printemps des Sayanim, Moi, Latifa S, L'espionne et le journaliste, Dieu ne repasse pas à Bethléem, Nouvelle judéo-maghrébine, Du danger de monter sur la terrasse, Le destin des sœurs Benanis Mires, Confession d'un Sayan, La 26e tribu et le dernier livre sorti l'année dernière. Donc, un mot, quelques mots sur cette œuvre, sur ces 30 années d'écriture ou 40 ans d'écriture. J'ai commencé à publier très tard, c'est-à-dire j'avais déjà en 2001, mon premier roman est sorti en 2001. Voilà. Ça fait 24 ans déjà. Voilà, j'ai commencé très tard à écrire. Et donc, en fait, ce qui m'a poussé au départ à écrire, c'est que je voulais expliquer… il y a des choses qui sont intrigantes dans l'actualité, notamment marocaine par exemple, la présence juive et son départ, parce qu'on ne le sait pas vraiment, malgré les déclarations fabuleuses sur la coexistence, etc. Il n'en reste pas moins que 99,5% des juifs marocains sont partis de leur plein gré. C'était une hémorragie lente, mais constante, et parce qu'ils ne pouvaient pas s'y plaire. Et donc, Les noces du commissaire, pour moi, je voulais expliquer pourquoi il y avait des hommes d'affaires juifs marocains qui auraient pu prendre l'envergure de Rockefeller à l'échelle marocaine, mais que la caste des Fassi, c'est-à-dire, vous savez, c'est cette caste andalouse qui vient de l'Andalousie et qui, dans les années 50, 60, 70, régnait en maître sur le Maroc. Ça veut dire c'était la classe dominante, la plus cultivée, la plus civilisée, etc., avec la musique andalouse, et donc qui n'appréciait pas que les Juifs restent au Maroc.
Et d'ailleurs, Abraham Serfati, dans un de ses livres d'entretien, avait déclaré que les sionistes et les nationalistes, il appelle les Fatih les nationalistes parce que c'était le grand parti qui a combattu pour l'indépendance du Maroc, et leur parti s'appelait l'Istiklal, ça veut dire l'indépendance. Et donc, Abraham Serfati disait que les sionistes et les nationalistes s'entendaient sur une seule chose, le départ des Juifs du Maroc. Voilà. Et donc, je voulais l'expliquer à travers une intrigue policière. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, franchement, l'actualité, elle est assez, comment dire, eschatologique, apocalyptique, elle est armagedonesque, elle est vraiment dramatique. Il se passe des trucs, bon, et on est en train d'être témoin de choses monstrueuses au niveau géopolitique, au niveau mondial. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, une petite question, on va dire personnelle, Oui. comment on peut être juif et dénoncer en même temps tous ces massacres de Tel Aviv en Palestine, cette propagande, etc. Quels sont les risques que l'on prend personnellement par rapport à sa famille, à ses amis, à sa communauté, si on est croyant, qu'on va à la synagogue? Comment c'est possible de vivre ça au quotidien? Franchement, chapeau, vraiment. Hein. Moi, j'ai un très, très, très grand respect pour les réfusniks. J'ai un très grand respect pour les gens qui se lèvent contre la doxa en prenant des risques. En fait, je pense que chacun a son histoire. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser. Moi, j'ai comment dire, ce qui m'a fait prendre la première, l'étincelle qui m'a fait prendre conscience de l'arnaque sioniste, c'est que lorsque je ne suis pas parti, comme je l'ai expliqué dans la petite vidéo de Tribune Libre, j'ai réalisé à quel point je me suis laissé avoir, comment j'ai servi les intérêts du mouvement sioniste. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Bon, je n'avais pas les armes intellectuelles suffisantes et politiques pour décortiquer la nature du sionisme, etc. Mais en même temps, j'avais pris cette distance et qui m'a permis, en allant en Israël la première fois en 69, pour rendre visite à ma famille qui venait d'immigrer, je me suis rendu compte à quel point les Juifs marocains étaient l'objet de racisme, d'humiliation. Vraiment, ça m'a rappelé le complexe du colonisé tel que l'a développé Albert Memmi. C'est-à-dire, c'était une population qui était vraiment méprisée par les Ashkénazes. À l'époque, les Ashkénazes, c'était de grands intellectuels et qui voyaient avec horreur, effarement, ces centaines de milliers de Juifs. Enfin, il fallait les voir aussi à l'époque. Ça veut dire, ils avaient des tenues arabes, ils ne portaient pas le costume. Et ils avaient des barbes, ils avaient des tarbouches, ils avaient des babouches, etc. Et donc, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on a amené ici? Parce que pour eux, la base de leur idéologie, c'est le mépris de l'indigène qu'il fallait combattre. C'est-à-dire, en arrivant en Palestine, ils ont trouvé des armes. Et donc, pour eux, c'était déjà l'indigène qu'il fallait effacer, qu'il fallait combattre, qu'il fallait mépriser. Et là, ils voient ces Juifs, et d'ailleurs, vous savez qu'on leur a accolé l'expression Marocco-Sakin, c'est-à-dire le Marocain au couteau entre les dents, entre guillemets. Parce que ces Marocains étaient venus, et n'ayant pas trouvé leur place, ils ont été complètement déphasés, déstructurés, leur style de vie, il n'y avait plus de synagogue, il n'y avait plus de liens communautaires, etc. Et il y en a qui sont devenus des délinquants, ce qui était absolument incroyable pour le Maroc. Des délinquants, ils ont commencé à faire des émeutes, les Juifs marocains. Il y a une grande émeute, par exemple, en 1958, j'ai oublié le nom, du côté de Haïfa, il y a eu 2 ou 3 morts. Et donc, moi, en arrivant là-bas, j'ai commencé à réaliser à quel point les Juifs marocains étaient, par exemple, ils avaient honte de jouer la musique arabe dans les mariages. Et à ce point, c'est-à-dire, on leur a dit, vous êtes des arriérés, vous êtes des sauvages, etc. Restez dans votre coin. Et donc,
vous savez, par exemple, mon père était un être, comment dire, c'était un être pieux et d'une infinie naïveté. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, par exemple, en 69, je regardais la télévision avec lui, en Israël, et il y avait l'alunissage. Et donc, mon père m'a dit, en arabe, il ne parlait que l'arabe dialectal, il m'a dit, c'est impossible. Ah bon, mon père serait devenu complotiste. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que l'homme n'a pas le droit de violer le ciel, qui est le domaine de Dieu. Et donc, si les humains avaient tenté de violer l'espace de l'éternel, l'espace divin, ils auraient été foudroyés. Donc, voilà à peu près l'esprit, à peu près typique du juif marocain de l'époque. Et donc, il a vécu après 1 an en Israël. Il m'a dit une chose extraordinaire que j'ai mis vraiment du temps à réaliser. Il m'a dit, tu sais, Jacob, ces gens-là, ces sionistes, ce ne sont pas des juifs. Il a réalisé qu'ils n'avaient rien à voir avec ce qu'il considérait comme juifs, c'est-à-dire des êtres studieux, honnêtes, intègres, serviables, doux. Vous savez, les Juifs au Maroc, par exemple, mon père m'a raconté une anecdote, tellement ils vivaient dans la crainte de Dieu, de la Torah. Il y avait deux Juifs de Meknès qui avaient un problème de fric entre eux. Donc ils sont allés voir le rabbin. Et le rabbin n'a pas pu les départager. Il les a emmenés à la synagogue et il a ouvert les tables de la loi. Et il leur a dit jurez. Celui qui comment dire, qui était fautif a dit je ne peux pas jurer. C'est vous dire à quel point nous étions une population vraiment pas naïve, mais disons avec beaucoup de bonhomie. Et donc on arrive, et les sionistes se sont mais régalés avec ces gens-là. Mais ils les ont bananés, ils les ont bernés. Si j'ai 2 minutes, je vais vous raconter comment ils les ont bernés, par exemple. On a le temps, Jacob, hein, on a le temps. Hein. Alors voilà comment on les berne. Vous savez que ma tante arrive, et ça c'est un exemple sur 10 000 au moins, d'accord, ou 20 000. Ma tante arrive en 58, 59 à Haïfa, et on lui dit oui, madame, vous voulez habiter où? Parce qu'on leur donnait un appartement. Alors elle a dit Haïfa. Pourquoi Haïfa? Parce que j'ai mes frères, mes sœurs. Ils lui ont dit il n'y a pas de problème. Regardez, ils ont déroulé une carte géographique d'Israël. Or, ma tante n'a jamais vu une carte de sa vie, enfin, malheureuse. Ils lui ont dit regarde, voilà, je vais prendre un exemple, mettons Paris-Reims. D'accord? Il lui dit regardez, Paris et Reims, c'est juste à côté, à 5 minutes à pied. Voilà. Vous pouvez aller tous les après-midi prendre le thé chez la famille. Vous signez, elle signe. La malheureuse, elle signe. Il lui dit Haïfa Yokneam. Bon. Elle signe, et donc elle prend un taxi, et puis le taxi prend la route. À 30 km. Elle arrive devant des immeubles qui n'avaient pas encore de portes, de fenêtres. Et à la marocaine, c'est-à-dire ils s'assoient sur leur bagage et ils pleurent, ils se griffent les joues, vraiment comme un deuil. Et ils ont fait ça à des dizaines de milliers de juifs marocains. Mais ils se foutaient de leur gueule de manière… Vous savez, par exemple, quand un parti politique, le Parti travailliste, faisait des soirées électorales, il amenait les guibedos locaux pour se moquer des juifs marocains, etc., leur accent. Donc, c'était vraiment une population toujours… Enfin bon, les choses ont commencé à changer à partir des années 80. Mais voilà à peu près l'atmosphère. Et ça, quand j'ai découvert ça en 69, ça aussi, ça, comment dire… et puis, à l'époque, je vivais à Paris, donc il y avait mai 68, je me situais plutôt dans l'extrême gauche, mais même si je n'étais pas affilié à un parti. Et à l'époque, il y avait un livre qui était sorti, malheureusement indisponible, Le sionisme contre Israël, de Nathan Weinstock, qui fait un truc qui faisait 600-700 pages, enfin, implacable contre le sionisme. Je regrette, par exemple, un exemple, que l'autorité palestinienne ou d'autres ne le fassent pas réimprimer chapitre par chapitre.
parce qu'il détruit l'idéologie sioniste de manière fantastique. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis, enfin, c'est ce qui m'a amené à analyser plus profondément et évidemment, lorsque j'ai commencé à publier sur Facebook, ma famille a regardé Facebook. À partir de 2010, ils étaient horrifiés parce qu'ils ont dit, mais vous voyez les drapeaux palestiniens, les vidéos, etc. Et c'était pas facile. Enfin, c'est pas facile, voilà. Et même avec la communauté juive ici, je reçois des fois des courriers. Les moins méchants, ils disent Jacob Cohen, c'est trop. Est-ce que vous pouvez pas changer de nom, s'il vous plaît? Ou bien on me traite de fou. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme les dissidents soviétiques. Ils ne comprennent pas comment un juif, surtout du Maroc, où on a grandi dans cette espèce d'adoration, de biblique, etc., puisse devenir à ce point antisioniste. Mais bon, ce sont mes convictions, je les assume. Et puis voilà. D'ailleurs, si vous me permettez, si tu le permets, je vais rajouter à nos spectateurs le fait d'avoir essayé, enfin, les juifs yéménites, les autorités leur ont volé quand même leurs enfants. Hein. Oui. Ils ont stérilisé les juifs noirs falachas. Il y avait un suprémacisme ashkénazi extrêmement puissant qui même aujourd'hui, je crois, ou du moins il y a une dizaine d'années, j'avais vu un reportage où ils ne marient pas leurs enfants, les séfaradim et les ashkénazim, ils ne marient pas leurs enfants. Il y a quelque chose vraiment de malsain. Et surtout, concernant le sionisme, tu as rappelé quelqu'un qui devait aller, j'ai oublié son nom, en Angleterre pour faut demander de ne pas créer l'entité actuelle parce que ça allait créer la guerre, et ils l'ont tué. Et en fait, tu rappelles que les sionistes tuent les juifs, tuent leurs propres co-religionnaires lorsqu'ils ne vont pas dans la direction de leur politique. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Quelqu'un qui tue son propre peuple, c'est un ennemi du peuple. Oui, bon, d'abord, la personne s'appelle Jacob de Haan. Vous savez, on peut aller sur Google et on peut trouver sa photo. Il est habillé en palestinien avec le truc, etc. Enfin, et c'était un grand personnage de Jérusalem, une grande famille d'origine hollandaise qui vivait à Jérusalem depuis plusieurs années. Et il avait vu très vite le danger de l'implantation sioniste et il avait l'intention de diriger, de partir à Londres à la tête d'une délégation pour dire aux Anglais, écoutez, on vit très bien, le sionisme va nous créer des problèmes, et il a été assassiné par les sionistes qui s'en sont glorifiés à la télévision en 1961. Les sionistes avaient des pratiques mafieuses vis-à-vis de leur peuple. Par exemple, lorsqu'ils ont commencé à construire dans les années 20 et 30 des localités, à développer des affaires, etc., ils allaient voir les businessmen juifs, enfin ceux qui avaient une imprimerie, un café, etc., et ils leur interdisaient d'avoir un associé ou un employé arabe. Sinon, ils leur brûlaient l'affaire. C'est vraiment de la mafia. C'est-à-dire, en fait, c'était des gens tellement convaincus de leur idéologie qu'ils étaient prêts à tout, vraiment à tout, pour arriver à leur fin. Voilà. Que penses-tu de ce qui se passe à Gaza actuellement concernant on va dire l'aspect militaire, destruction, crimes de guerre, famine et tout ce qu'on voit, hein, tout ce qu'on voit là. Il y a quelques photos qui sont passées, par exemple, de l'AFP, et on a vu la Hasbara, là, les Sayanim, crier à la fake news. Et l'AFP a dû publier une confirmation comme quoi la photo, elle ne venait pas du Yémen, mais de Gaza, et qu'elle datait il y a une semaine, de début août, et qu'on voit des photos, mais c'est l'horreur, c'est l'horreur. Que penses-tu donc de ce qui se passe, quoi? Enfin... Alors, il y a divers points, il y a divers, comment dire, on peut les voir de diverses manières. Je vais commencer par le point de vue israélien, de l'Israélien moyen. Parce que, en fait, l'Israélien moyen ne voit pas ces images, ne se rend pas compte. Et l'Israélien moyen
il fait confiance à son armée, à son gouvernement, à 80%, je veux dire. Et donc, moi, quand j'entends les nouvelles, ils disent toujours, ils disent toujours que l'armée Tsahal a bombardé des positions du Hamas. Voilà. Donc, ils ne disent pas qu'ils visent des civils et que des civils meurent, etc. Et quand ils parlent de famine, ils disent la prétendue famine, ou bien ils l'attribuent au Hamas. C'est-à-dire, ils disent que c'est le Hamas qui récupère la nourriture pour la revendre ou pour lui-même. Et donc, en fait, ça, c'est le point de vue qui est répandu au sein de la société israélienne. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, le public israélien n'est pas vraiment conscient. Bien sûr, il pourrait s'informer ailleurs, mais il ne le fait pas parce que, d'abord, il est sioniste, il n'en a rien à fiche des Arabes, et puis il fait confiance à son gouvernement et à son armée, puisqu'il a été formaté pour obéir. Et donc, il y a très peu de voix qui s'élèvent à l'intérieur d'Israël. Bon, on les connaît, enfin bon. Et bien sûr, il y a quelques manifestations, mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, l'image que ça donne, pour moi, si vous voulez que j'interprète cette image de manifestation, pour moi, il n'y a pas maximum 10% d'Israéliens juifs qui seraient gênés par ce qui se passe à Gaza, etc. Voilà. Et donc, en fait, ils manifestent plus pour la libération des otages et plus pour l'arrêt de la guerre, parce que ils trouvent que cette guerre, c'est pas parce qu'elle touche les Palestiniens. L'Israélien naît dans la haine de l'Arabe. Voilà, ça c'est, comment dire, c'est un axiome. Voilà, ça veut dire qu'à 3 ans, un bébé, enfin un enfant israélien, il a déjà la détestation de l'Arabe. Voilà. Et donc, c'est pas ça qui le pousse. Et donc, en fait, la guerre, parce que c'est la première fois que le pays est en guerre depuis presque 2 ans, et que la guerre est faite par des réservistes, surtout beaucoup de réservistes, c'est-à-dire des pères de famille. Et là, ils voient, et ça les touche, c'est-à-dire, c'est un petit pays. Et donc, en général, quand il y a un mort quelque part, il y a des répercussions au niveau de la famille, du quartier, etc. Et c'est ça ils ne voient pas, finalement, ils voient de moins en moins l'utilité de cette guerre. Et ils se rendent compte que c'est Netanyahou, pour sauvegarder ses intérêts, les mène vers cette guerre. Donc, l'opposition israélienne, elle vient de là. Et elle n'a rien à voir avec les droits des Gazaouis ou l'humanitaire, etc. Voilà. Il faut vraiment savoir que pour un Israélien, je le sais puisque il m'arrive de discuter avec ces gens-là, malheureusement, ils ont été formatés comme ça, ils sont comme ça. Voilà, s'il y a 10 000 morts ou 20 000 morts ou 30 000 morts, ils n'en ont rien à fiche. Voilà. Alors, ça, c'est le point de vue interne israélien, parce que c'est important que les gens qui n'ont pas accès à cette information le sachent. Maintenant, si je prends le milieu juif, mettons français ou américain, je trouve que le milieu américain il est beaucoup plus courageux. Le milieu juif américain il est plus courageux que le milieu juif français. Le milieu juif français, les juifs qui ne sont pas d'accord, ils ne s'expriment pas trop. Ça veut dire qu'ils préfèrent ne pas s'exprimer. Parce qu'en fait, moi j'ai souvent dit que le CRIF ne réunit qu'un tiers des juifs français. Voilà. Il ne représente qu'un tiers, vraiment. C'est-à-dire il y a un tiers qui le suit dans tout. Voilà, c'est-à-dire les écoles, les dons, les départs, etc. Mais les 2 tiers sont vraiment ou indifférents ou des opposants, mais malheureusement, ils ne s'expriment pas. Voilà. Ou très peu d'entre eux s'expriment. C'est-à-dire manifestent, écrivent, etc. Moi, je connais des intellectuels, psychanalystes, avocats, etc., qui n'en ont rien, enfin, ils sont totalement indifférents, mais qui ne prendraient pas la plume. Voilà. Parce que, bon, ben, tout le monde n'a pas la fibre militante.
Voilà. Et peut-être parce qu'ils ne veulent pas avoir d'histoire, etc. Mais surtout, la fibre militante c'est pas comme le bon sens, tout le monde en est pourvu. C'est pas vrai. La fibre militante, c'est quelques-uns, voilà, qui l'ont. Et donc, je trouve que moi, comment dire, l'évolution la plus intéressante des Juifs ou de la communauté juive, je la trouve plutôt aux États-Unis. Et il y a beaucoup par exemple, enfin, l'exemple le plus frappant, quand même, à New York, il y a eu une élection partielle pour désigner le candidat démocrate à la mairie de New York, qui a été désigné pour le scrutin qui doit avoir lieu en novembre, je crois, pour la mairie de New York. Il s'appelle Mamdani. C'est quelqu'un qui est d'origine, si je ne me trompe pas, je crois qu'enfin, je suis plus sûr de moi maintenant, mais soit afghane, soit enfin, ce genre de truc. Bon, il est pro-palestinien, il est musulman, et une partie, New York, c'est une ville, c'est la plus grande ville juive du monde, et la plus grande ville juive démocrate du monde. Et donc, mais il a été élu avec des voix juives et des voix démocrates. Alors que face à lui, il y avait Cuomo, c'est-à-dire c'est un démocrate bon genre, etc. Bon chic, bon genre. Et donc, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Il y a énormément de Juifs américains qui expriment leur mécontentement, leur dissension, etc. Je ne le vois pas tellement au niveau de la France, à mon avis. Voilà. Il y a quelques voix, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un mouvement vraiment qui prend de l'ampleur. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près sur la vision de... Oui, oui, oui. Bah, en France, il y a un lobby sioniste extrêmement puissant qui fait peur à tout le monde, en fait, hein, et avec des cinglés qui déposent des plaintes à tout va. Il y a du harcèlement judiciaire avec des avocats sionistes donc ça fait peur, hein, ça fait très peur. Et on a l'impression, par exemple, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Jacob, mais le Haaretz, journal de gauche israélien, a beaucoup plus de liberté éditoriale que les journaux français, quels qu'ils soient, n'importe. Libé, Le Monde, même ceux qui se disent de gauche, sauf peut-être Mediapart. Mais Mediapart, de toute façon, ils n'ont pas la capacité d'enquêter puisqu'ils ne sont pas là-bas. Mais Haaretz publie des unes et des articles extraordinairement courageux et critiques que sont incapables de produire des journaleux parisiens. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut élargir ce constat sur la liberté d'expression, de presse. Moi, j'ai la chance de comprendre l'américain parce que j'ai vécu au Canada pas mal d'années. Et donc, je suis des sites, des chaînes américaines, comme les Jeunes Turcs, comme Judging Freedom, etc., qui ont entre 5 et 10 millions d'abonnés. Il y a une liberté de ton et d'expression ces derniers temps, mais c'est hallucinant. Jamais en France, des gens ne prendraient cette liberté, cette insolence. Il faut voir ce qu'ils déversent sur Israël. Moi, je pense que les jours d'Israël, franchement, aux États-Unis sont comptés. Ce n'est pas les jours, ça peut être des années, mais il y a une prise de conscience fantastique et vraiment, il y a un déversement anti-israélien, anti-sioniste sur ces chaînes-là. C'est quelque chose d'hallucinant et qu'on ne verra jamais en France. Personne ne prendra ce risque, alors que eux, vraiment, ils hurlent, ils dézinguent les parlementaires qui sont... Surtout cette affaire dont tu as parlé d'ailleurs. Je sais, Trump avait dit, il est revenu là-dessus parce que ça a été la goutte qui débordait, qui est le vase. C'est-à-dire que si vous êtes américain, vous habitez dans une ville qui a subi un ouragan, et si cette ville boycotte Israël, vous n'aurez pas l'aide. Mais il faut voir ce qui se passe aux États-Unis avec ça. Mais c'est juste incroyable. Et moi, je pense quand même, on a beau dire ce qu'on veut des Américains, mais franchement, ils nous donneraient des leçons de courage et de liberté.
savez, par exemple, Trump, il vient d'être élu avec une majorité, il vient d'entrer en fonction il y a 7 mois. Mais comment ils se sont retournés contre lui, c'est incroyable. Alors que nous, on a Macron depuis 8 ans avec tout ce qu'il fait et on ose à peine bouger le petit doigt. Alors que les Américains, il faut les voir parler de Trump, mais incroyable, mais il se fout de sa gueule. Il y a par exemple, je n'ai pas retenu son nom, mais une humoriste black, mais enfin, je veux dire, elle faisait, c'est fantastique ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'invite, enfin, je pense qu'on peut faire de la traduction simultanée, mais j'invite ceux qui s'intéressent vraiment. L'Amérique nous donne des leçons. Moi, je trouve que ils ont vraiment certains traits de caractère, bon, d'accord, mais quand ils s'y mettent, c'est fabuleux. Voilà. Et c'est curieux parce qu'ils ont un lobby sioniste extraordinairement puissant, même plus puissant que les guignols parisiens français, quoi. Et pourtant, ils ont ce culte du premier amendement, de la liberté d'expression. Et pour revenir sur ce que tu dis, on a quand même tous les plus gros intellectuels et influenceurs américains, de Dan Bilzerian, Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones, qui d'autre, Joe Rogan, tous, absolument, c'est c'est peut-être 200 ou 300 millions de personnes sur tous les réseaux sociaux cumulés. C'est toujours, il y a souvent les mêmes personnes, mais c'est quand même une force de frappe énorme au niveau réseaux sociaux. Et ben tous critiquent Trump et le lobby sioniste. D'ailleurs, justement, j'allais poser la question tout à l'heure parce que je voulais parler d'autre chose, mais concernant Trump, on nous l'a présenté comme un homme de paix, un homme qui veut arrêter avec le deep state, qui veut arrêter, etc., etc. Et on se retrouve avec un Trump qui soutient le génocide à Gaza, qui soutient des crimes de guerre et qui les fournit en argent et en armes. Et pourtant, il y a encore des gens qui croient en la supercherie de Trump. Donc, moi, personnellement, je n'y crois pas. Et je l'ai condamné dès le début. Qu'est-ce que tu penses du produit marketing Trump tel qu'il a été vendu et tel qu'il nous paraît aujourd'hui avec ses décisions? Alors, il y a une chose, c'est que même les Américains que j'écoute, et eux, ils ont cru en Trump. Ça veut dire que il y avait une attente. Bon, Trump a promis, par exemple, sur les vaccins, sur les dossiers brûlants comme le 11 septembre, Kennedy et l'affaire Epstein. Et donc, il avait quand même, bon, après tout, vous savez, les démocrates quand même, c'était l'étouffement des affaires, c'était Fauci, c'est la guerre en Irak, enfin, etc. Donc, en fait, on s'était dit, pourquoi pas, voilà. Et je pense qu'il faut voir aussi que la plupart de ces Américains se sont trompés. Carlson, enfin, lui, il a marché, Candace Owens, etc., etc. Donc, en fait, Rogan, parce qu'ils ont voulu le croire et penser que ça allait se faire. Voilà. Alors, maintenant, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que d'abord, enfin, c'est une tentative d'interprétation personnelle. D'abord, je pense qu'on ne connaissait pas les liens et l'implication de Trump dans l'affaire Epstein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a des vidéos qui sortent, des photos, etc. Et on comprend que Trump était très lié à Epstein. Bon, peut-être pas dans les crimes qu'Epstein a commis, ça veut dire des viols de gamines, etc. Enfin, Trump, par exemple, moi je l'ai entendu dire je crois que c'était soit dans une lettre ou une interview, il y a quelques années, où il félicitait Epstein pour son côté
comment dire, Don Juan, etc. Et il a parlé des filles comment dire, au-delà de la limite d'âge. Voilà, c'est-à-dire, l'expression anglaise m'échappe, mais il a utilisé cette expression vraiment, c'est-à-dire que ces filles qui sont en deçà de la frontière de la limite de la majorité. Voilà. Donc il faisait référence à des filles de 15-16 ans. Et puis on a vu des vidéos où il avait acheté, parce qu'aux États-Unis, on peut acheter une équipe de football, on peut acheter par exemple des, comment dire, les contests, ça veut dire, le mot me vient en anglais, c'est-à-dire les défilés, les élections de Miss. Voilà. Il y a beaucoup aux États-Unis, beaucoup. Toutes sortes de Miss, Miss ceci, Miss cela, etc. Et Trump avait acheté des écuries, c'est-à-dire il possédait, et ça on vient de l'apprendre. Moi aussi, je l'ai appris récemment. Donc il y a des documents qui sortent et des témoignages où en tant que propriétaire, Trump allait dans les coulisses avant le jugement, avant le verdict final, et discuter avec les impétrantes, enfin et ces filles-là avaient 16 ans. Et souvent, elles étaient à poil ou en toute petite tenue. Et donc, il y a tout un côté de Trump qui ressort et qu'on ne connaissait pas, en tout cas qui n'a jamais été mis en lumière. Maintenant, il y a aussi le fait que c'est quelqu'un qui reste un Yankee. Et un Yankee, c'est un dominateur. Il ne peut pas admettre qu'il puisse partager le pouvoir, soit avec la Russie, soit avec la Chine, etc. Il ne peut pas. C'est au-dessus de ses forces. Mais dans son sionisme, à mon avis, il vient d'une chose. Je ne crois pas qu'il le soit, enfin, vraiment que ce soit qu'il le soit de cœur. Moi, je me souviens quand dans la campagne électorale de 2016, il avait fait un speech où il mettait quasiment sur le même pied les Israéliens et les Palestiniens. Et là, il y a eu une telle levée de bouclier qu'il a compris que s'il ne faisait pas un virage à 180 degrés, il était foutu. Et donc, à mon avis, son sionisme, c'est plutôt dire, écoutez, je vous donne tout, mais foutez-moi la paix, et j'ai envie de faire mon programme comme je l'entends, etc. Et souvent, cette analyse est assez partagée, c'est-à-dire c'est quelqu'un, vous savez, le fond américain, les Juifs n'ont jamais eu la belle vie là-bas, c'est-à-dire que l'Américain, surtout du terroir, etc., il avait, vous savez, Ford, par exemple, il avait écrit un livre anti-juif en 2022, 23 ou 24. Et il y a eu le Bnei Brit, il est né pourquoi? Il a été créé en 1843, pourquoi? Parce que les Juifs n'y étaient pas admis. Donc, ils ont créé leur propre franc-maçonnerie. Françoise Sagan, pour ceux qui veulent, elle a écrit un livre de souvenirs où elle raconte qu'après son grand succès sur Bonjour Tristesse, elle a été invitée aux États-Unis. Elle a passé un mois. Et elle est allée dans les lieux les plus sélects du Connecticut. Elle a vu, de ses yeux vus, elle l'a dit, hein, enfin, si vous pouvez aller voir le livre, elle a vu des inscriptions, etc., où c'était interdit aux Juifs. Les grandes universités américaines, jusque dans les années 50, vous savez, ce qu'on appelle les Ivy League, c'est-à-dire les 5 universités qui appartiennent à la Ligue de l'Ivy, le Lierre, elles appliquaient un numerus clausus aux Juifs pour qu'il n'y ait pas trop. Ça veut dire qu'il y a un fond antisémite ou anti-juif, appelons-le comme on veut, dans cette Amérique. Et je vous assure que le lobby judéo-sioniste, ils n'ont mené pas large jusque dans les années 60. C'est à partir des années 60 et l'assassinat de Kennedy et la venue de Johnson qui était vraiment à fond et qui a permis l'inscription de l'AIPAC comme lobby sioniste national, pas étranger, national,
qui lui donne ces avantages, etc. Et donc, en fait, c'est tout récent. Mais vraiment, c'est-à-dire que l'Amérique réelle, profonde, etc., elle ne demanderait pas beaucoup d'efforts pour revenir à une espèce de rejet, surtout avec ce qui se produit actuellement, enfin, de rejet des Juifs même, pas seulement de l'AIPAC, mais malheureusement, enfin, ça retombera sur la communauté parce que on fait une assimilation qui est tout à fait normale. On ne peut pas faire autrement. Hein. Justement, c'est la question que je me pose et que j'aimerais poser, que j'ai posé au docteur Gérard Haddad, etc. C'est la mise en danger de la communauté juive, du juif en général. On le voit dans plein de pays au niveau touristique. Netanyahou est en train de transformer les juifs en pestiférés. Et les gens, avec la violence de ce qu'on voit, ils ne font pas la différence. Ils vont pas faire la différence entre Bezalel Smotrich et Gérard Haddad ou Jacob Cohen. Et c'est ça qui est problématique. C'est l'horreur que l'on vit actuellement, ce génocide à ciel ouvert en direct, en live sur les smartphones. Et ben tout le monde le voit. Alors ils ont beau faire les trois singes, les sionards et les psychopathes génocidaires, le monde ne fait pas les trois singes. Il regarde, il écoute, et ça, c'est pour moi, c'est hyper grave. C'est vraiment très très grave. Ça va augmenter l'antisémitisme, et ça, je pense que ça a commencé déjà. Alors, pour le sionisme, dès le départ, d'abord, le sionisme est une idéologie anti-religieuse, anti-juive, anti-judaïque. Les sionistes avaient un mépris. Vous savez, quand les sionistes sont installés à Meknes, dans mon Mela, dans mon ghetto, les sionistes avaient loué une maison et ils avaient ouvert un local. C'était dans les années 50, début des années 50. Alors qu'il y avait le protectorat, parce que sinon, ils n'auraient pas pu. Mais moi, je me souviens, les rabbins nous mettaient en garde contre ces mécréants, ces renégats, etc. Et mon père, quand je lui avais dit que j'allais partir au kibbutz, ça veut dire avec les sionistes, mais il allait péter un plomb, il devenait dingue, parce que pour lui, c'est comme si je lui disais, je vais me convertir à une autre religion. Tellement ils avaient, les sionistes leur paraissaient des monstres. Voilà. Et donc, le sionisme, en tant qu'idéologie des années 20-30, elle tablait beaucoup sur l'antisémitisme. Elle l'encourageait même. C'est-à-dire, elle espérait qu'il y ait de l'antisémitisme. Et de tout temps, l'antisémitisme a été le carburant de leur idéologie. C'est-à-dire, comment ils ont fait partir les Juifs du Maroc, entre autres. Vous savez, par exemple, en Irak, ils ont posé des bombes. En Égypte, on le sait, enfin, ils avaient posé des bombes en 52-53 dans un cinéma. Et donc, au Maroc, ils propageaient les idées. Moi, je me souviens, enfin, j'étais peut-être trop jeune pour comprendre vraiment, mais je me souviens de la panique. Par exemple, un jour, Nasser était venu à Casablanca. Je pense que c'était en 58, 59, et les sionistes ont propagé la rumeur qu'il y avait la chasse aux Juifs qui portaient une kippa, alors que ce n'était pas vrai. Mais en fait, le sionisme, il table sur l'antisémitisme, et je pense même que s'il pouvait y avoir aujourd'hui un antisémitisme qui puisse faire partir les Juifs en Israël, les sionistes se frotteraient les mains. Ils sont tellement, tout à l'heure j'avais dit que pour les sionistes, la fin justifie les moyens, eh bien si on doit passer par là, ils applaudiraient, ils seraient très contents que l'antisémitisme chasserait les Juifs qui iraient en Israël, parce que pour eux, plus les Juifs iraient en Israël, et plus leur pays va se renforcer. Vous savez, je ne sais pas si les gens se souviennent, il y a eu une campagne pour faire partir les Juifs soviétiques. Let my people go. Voilà. Et on avait dit même que le président en 73-74, il y a un accord sur les céréales, etc. Enfin bon. Mais en fait,
ok, les Juifs avaient obtenu le départ des Juifs, de ceux qui voulaient. Moi, j'avais rencontré un Juif ukrainien, un ingénieur à Paris, enfin bon, je l'ai rencontré comme ça, enfin il y a une vingtaine d'années, qui m'a raconté un peu cette atmosphère. Lui, il a pu fuir Israël, parce qu'en fait, c'était pas pour le bien des Juifs que le lobby judéo-sioniste a fait toute cette campagne. Il fallait voir à l'époque, c'était vraiment en Amérique, partout, let my people go et tout. Et donc, au début, les Juifs passaient par Vienne, la capitale, parce que c'était un pays neutre. Et donc, les Juifs s'en allaient aux États-Unis, parce que les Juifs soviétiques ils disaient, ah, on a la liberté, ben, on va aller en Amérique. Bon, l'Amérique, c'est le paradis, quoi. Et les sionistes ont compris leur erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les avions quittaient l'Union soviétique, ils les faisaient atterrir à Bucarest. Et à Bucarest, il y avait ce fameux dictateur Ceausescu, on lui a donné du fric et on lui a dit, bon, les Juifs ne pourront partir de Bucarest que vers Tel Aviv. C'est comme ça, voilà. Et donc, il y avait vraiment, on les forçait, et ce Juif ukrainien que j'avais connu, un ingénieur, il a eu un mal fou à quitter Israël. Finalement, il a réussi, je ne sais plus comment, et il a réussi à obtenir l'asile politique en France. Mais en fait, ils piègent leurs propres co-religionnaires. Vous savez qu'un jour, vous savez que l'Allemagne, moi j'en ai fait l'expérience, donc je peux vous le dire, si vous êtes juif et vous allez à la communauté juive et vous vous inscrivez comme juif, donc vous êtes juif, la préfecture vous donne une carte de séjour. D'accord? Voilà. Et donc, il y a beaucoup de juifs qui partent d'Ukraine, de Russie, ça s'allait à Berlin. Et un jour, le gouvernement israélien a dit à Merkel, écoutez, c'est pas possible d'accueillir comme ça tous ces juifs, non, il faut qu'ils viennent en Israël. Et Merkel lui a dit, enfin, ça c'est au moins un petit acte de courage. Il a dit, écoutez, ça ne vous regarde pas, s'ils veulent venir ici, ils viennent, etc. Et donc en fait, le jeu des sionistes, c'est plus les Juifs ont du mal à vivre là où ils sont, et mieux c'est pour eux. Voilà. D'ailleurs, on a vu depuis la guerre, depuis ces 2 ans, et maintenant avec les bombardements ultra puissants des Iraniens, l'immigration s'est inversée. Il y a plus de départs que d'arrivées, que de nouvel arrivants dans les alias, etc. D'autant que, en plus, c'est dramatique puisque les départs, c'est que des cadres, CSP++, etc. Et ça fait très, très, très mal à l'économie et à la gouvernance du pays. Justement, on a parlé tout à l'heure rapidement d'Epstein. On ne sait jamais comment prononcer. Donc, ce Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? En anglais, c'est Epstein. N'est-ce pas? Les Américains disent Epstein. Voilà. Voilà. Et en France, ils disent Epstein, Einstein, etc. Bon, bref, c'est pareil. Donc, Epstein, n'est-ce pas la figure la plus parfaite du Sayan et de la Hasbara, du Mossad, du chantage, du blackmailing, du compromat, etc., etc. Je crois qu'Epstein, c'est leur plus grande réussite. C'est fabuleux ce qu'ils ont introduit. C'est-à-dire, parce qu'en fait, ce que peut-être on ne sait pas, c'est comment il était prof de maths. Comment un petit prof de maths est devenu tout d'un coup, enfin, je ne sais pas, très vite, il est devenu multimillionnaire. D'abord, il y avait un homme d'affaires juif, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Weiss, enfin, je ne suis pas sûr. Et tout à coup, ce type, qui avait une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, a dit à Epstein, écoute, tu vas gérer ma fortune. Alors que ce Epstein était, enfin vraiment, je dis, il n'avait aucune connaissance en matière financière. Bon. Et puis, Epstein a eu maille à partir avec la justice, etc. Et chaque fois, il échappait. En termes sur les finances, les comptes, etc. Et à la fin, bon, c'est à la fin qu'il s'était fait prendre, mais pendant des années et des années, il était protégé comme, enfin, je ne sais pas, comme s'il avait une baraka fantastique. Bon. Et donc,
c'est sûr que c'était quelqu'un qui a été placé là. Vous savez qui est le Ehud Barak. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos. Il y a plusieurs photos d'Ehud Barak avec Epstein. Oui, oui, oui. Voilà. À New York, face à Central Park, là. Voilà. Et donc, il est évident que, bon, moi, je ne peux pas, enfin, à mon niveau, je ne sais pas de quelle manière, comment il était protégé, etc. Mais il est évident que ce type, d'ailleurs, juste comme référence, sa copine, Maxwell, Ghislaine Maxwell, celle qui lui livrait, etc., est la fille de Maxwell, j'ai oublié le prénom du père. Le Robert. Robert. Voilà. Le mania de la presse britannique. Or, Robert Maxwell était un Saiyan. Ça, c'est un fait. Vous pouvez lire Gordon Thomas. Il en parle enfin, vraiment, il est décrit. Et alors, le plus curieux ou le plus drôle, si on peut dire, c'est qu'à un moment donné, Robert Maxwell était devenu tellement gênant, tellement demandeur, qu'un jour, il était dans un yacht avec des agents du Mossad et il a trouvé le moyen de se noyer. Voilà. Mais quand, une fois mort, ils lui ont fait des funérailles quasi nationales en Israël, avec présence du chef d'État, du Premier ministre, du chef d'État-major, du chef du Mossad, etc. Donc c'était un Saiyan. Bon. Que sa fille le soit, ça me paraît presque naturel. Vous savez, le flambeau passe. C'est un peu comme André Azoulay au Maroc, dont la fille dirige l'UNESCO et qui a failli devenir ministre de la Culture en France. Et donc, qui était à l'Élysée, etc. Et donc, déjà, il y a une filiation. Si Ghislaine Maxwell faisait partie des Sayanim, bon, il est très probable que Epstein aussi, le fut aussi. Voilà. Et donc, c'est un coup fabuleux parce que avec tout ce qu'ils ont fait comme vidéo, et d'ailleurs, à mon avis, comment ils tiennent les Européens, ils tiennent les classes dirigeantes européennes, les élites américaines et européennes, mais par du chantage, pas seulement des vidéos de ce genre. Mais il faut savoir une chose, que grâce aux Sayanim, dont certains ont les postes les plus cruciaux dans le monde de la finance, donc des paradis fiscaux, etc., etc. Quand on connaît les secrets, les secrets les plus profonds de ces élites, mais on peut les faire chanter comme on veut. Et donc, en fait, parce qu'il y a plusieurs manières de faire chanter. Il y a le sexe, il y a le fric, et puis la sécurité. Voilà. Je veux dire, on peut très bien menacer quelqu'un et on connaît. Vous savez, le Mossad a une sale réputation. J'avais lu récemment, il y a un chef britannique, il collabore avec lui, certes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il avait dit, j'ai vraiment vu le texte authentique, il avait dit, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, en parlant du Mossad. Parce que ce sont des gens qui vous poignardent dans le dos, sans aucun scrupule. Ils le savent, et donc ils en tiennent compte. Ils savent que ce sont des gens qui sont capables de tout. Et donc, il y a ce sentiment de peur aussi qui imprègne les élites occidentales. Et donc, tout ça fait qu'avec Epstein, etc., que si jamais il révélait même une partie de ces fichiers, ça serait presque une révolution dans les pays occidentaux. Et donc, c'est comme ça qu'ils les tiennent. Effectivement, effectivement. On a vu qu'il y avait un milliardaire ukraino-israélien qui vient de tomber, l'oligarque Kolomoïski, et qui a détourné plusieurs milliards. Et en fait, on les connaît, en fait. Hein, ces gens, on les connaît, ils existent. De temps en temps, il y en a un qui tombe, ou voilà, mais c'est ça le réel. Le réel, il est là. Quand je pense que les Français qui galèrent donnent de l'argent public à l'Ukraine, dont l'argent est détourné,
franchement, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais bon, c'est comme ça. C'est le réel qui s'impose à nous. D'ailleurs, il y a un papier qui vient de sortir du Point hier, je crois. Jeffrey Epstein aurait été un agent d'influence du Mossad et du FSB, selon l'historien britannique Andrew Lowney. Donc, ça commence à sortir, ça commence à s'imposer. On va dire que c'est une bonne chose. Ensuite, j'avais une question. Alors, j'avais une question sur la reconnaissance de Macron de la Palestine. Est-ce qu'on peut la prendre au sérieux ou est-ce que c'est juste des gesticulations à la Macron, quoi? Enfin, c'est de l'air, puisque on imagine qu'il va émettre des conditions tellement draconiennes que ça rendra cette reconnaissance impossible. Bref, aujourd'hui, d'ailleurs, j'en parlerai après par rapport au courrier de Macron et par rapport aussi à l'Algérie, à ce qui se passe avec le Maroc. Donc, concernant la reconnaissance de la Palestine de Macron. Alors, malheureusement, l'Europe ou l'Occident, enfin en tout cas l'Europe, vous savez, ces solutions à deux États qu'ils répètent comme des perroquets depuis les accords d'Oslo, c'est une façon d'endormir les Arabes et les Palestiniens et de leur dire on va s'en occuper, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Mais en fait, l'Europe, elle est fondamentalement, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., sont fondamentalement, viscéralement pro-israéliens et ils ne prendraient aucune mesure concrète qui fasse le moindre mal à Israël. Et ils en ont les moyens. Je peux vous donner juste une anecdote, si vous voulez. L'Union européenne avait voté il y a une dizaine d'années un règlement juste pour imposer pour dire que les marchandises qui viennent des colonies israéliennes en Cisjordanie ne soient pas marquées Made in Israel. Bon, on ne peut pas dire que ça soit d'un courage extraordinaire. Eh bien, même cette mesure-là n'a pas pu être appliquée, tellement il y a des pressions, etc. Et donc, ça, c'est pour endormir. Ça veut dire qu'ils sentent que la terre brûle sous leurs pieds, qu'il y a des manifestations, etc. Il faut dire quelque chose. Voilà. Parce que une reconnaissance, ça ne veut rien dire. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a 145 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Sauf que reconnaître un État de Palestine, et après, admettons que la France la reconnaisse, même sans condition, voilà, je reconnais un État de Palestine. On retombe dans une impasse. C'est-à-dire, est-ce que la France pourra ouvrir une ambassade à Ramallah? Pas du tout. Parce que pour aller à Ramallah, il faut passer par Israël. Voilà. Tu veux aller à Ramallah? Il faut nous demander l'autorisation. Voilà. Oh, mais on peut te la refuser. Hein. Et ils vont la refuser. Vous voulez faire entrer une valise diplomatique? Vous voulez correspondre avec... On vous coupe tout. Votre reconnaissance, vous pouvez... voilà, c'est un torchon de papier et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. En fait, malheureusement, dans le public, on a cette illusion que reconnaître, c'est comme si ça allait devenir réalité sur le terrain. Or, une reconnaissance, par exemple, quand on a reconnu les pays nouvellement indépendants, après la décolonisation, très bien, mais on a remis le pouvoir à un gouvernement local, quel que soit ce gouvernement, etc. La question n'est pas là. Mais on a remis les clés du pouvoir, les clés à un gouvernement, un président ou un colonel, ce qu'on veut. Mais là, le territoire reste sous emprise israélienne. Il est colonisé, il y a les 2/3 de la Cisjordanie sont colonisés par Israël. Toutes les frontières qui entourent la Palestine ou la Cisjordanie sont contrôlées par Israël. L'espace aérien est contrôlé par Israël. Donc tout ce qui rentre, ce qui sort, etc., est contrôlé par Israël. Si on ne fait rien contre cet état de fait, et ce n'est pas une reconnaissance qui va le changer, donc si on ne fait rien contre cet état de fait, cette reconnaissance va tomber comme, bon ben voilà, on a reconnu, bon ben maintenant on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Et malheureusement, ce qui est terrible, c'est de voir le monde arabe
enfin bon, ça ne m'étonne pas, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas tellement. Ils sont lâches et ils veulent rien faire. Et même l'autorité palestinienne qui joue le jeu de son maître sioniste, parce qu'ils espèrent un jour, etc. Mais en fait, malheureusement, le rapport de force est tel que c'est Israël qui impose son jeu et on ne voit pas, moi je ne vois pas en tout cas, rien qui puisse le modifier actuellement. Voilà. Et ce n'est pas une reconnaissance qui va changer les choses. Je suis entièrement d'accord et d'ailleurs, pour moi, c'est toujours ce suprémacisme occidental qui veut s'imposer alors qu'il est mort depuis longtemps, puisque l'Occident est un cadavre en putréfaction, moralement, économiquement, industriellement. Il y a tout qui part du côté de l'Orient et plus exactement de l'Extrême-Orient. Et je vois pas pourquoi on attendrait que la France ou l'Allemagne ou la Suède reconnaissent quoi que ce soit. Ils n'ont aucune autorité, en plus ils n'ont même pas le magistère moral. Enfin, ils soutiennent en même temps l'entité sioniste, génocidaire. Donc ça n'a absolument aucun sens. La solution viendra des pays arabes, sauf il y a une photo qui vient d'être publiée, qui circule depuis hier, de MBS, le boucher, le découpeur de journalistes, là, le patron de l'Arabie Saoudite, avec Epstein. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Concernant Macron, son courrier à Bayrou, concernant l'Algérie, où il veut plus de sévérité, etc. Courrier qui a fuité, on se demande bien pourquoi, au passage. Et sincèrement, moi, je me suis dit pourquoi pas, il prend les décisions qu'il veut. Mais ce sont des rapports entre la France et l'Algérie, un pays de 68 millions d'habitants contre un pays de 45 millions d'habitants, où il y a beaucoup d'intérêts, des milliards de business d'intérêts. On sait qu'il y a moins en moins de business avec la France du côté algérien sur le blé, le bétail, etc., le lait, etc. Bon, il y a des conséquences gravissimes sur le terrain. Et il y a la fameuse communauté franco-algérienne qui est très importante en France. Et qu'est-ce que je vois dans la première page, deuxième paragraphe? Il parle de Boualem Sansal. Oui. Donc, c'est ahurissant. C'est proprement ahurissant ça n'a absolument, pour moi, en tant qu'intellectuel, en tant qu'être humain doué de raison, je me dis, c'est pas possible. On peut pas faire des trucs pareils. On peut pas remettre en cause des siècles d'histoire pour quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi la position de Sansal, dont on sait que c'était un agent du Mossad et on le sait, il l'a dit dans des vidéos, il a travaillé pour les intérêts de Tel Aviv contre l'Algérie et ils sont de vente en plus. Il est accueilli, adoubé par le CRIF, etc. Et avec la dégradation également des rapports entre l'Algérie et le Maroc par rapport au Polisario, au Sahara occidental. Sujet brûlant, hein, attention, sujet brûlant. En fait, il faut partir de la normalisation entre le Maroc et Israël et qui a placé le Maroc définitivement et entièrement dans l'orbite de l'OTAN. Et ce n'est pas un hasard si juste après, ou à peu près après, que ce soit l'Espagne, le Portugal, la France et peut-être l'Allemagne, je ne suis pas sûr, qui avaient reconnu, qui avaient admis le plan marocain d'autonomie. En d'autres termes, la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc, le Maroc s'est placé dans cette orbite et il en touche les dividendes. Sauf que à ce moment-là, il se met sous la protection de l'OTAN et d'Israël. Et il est à peu près certain que, quand on voit le développement de la coopération militaire entre Israël et le Maroc, entre le Maroc et l'OTAN, c'est qu'il prépare probablement le Maroc à devenir un proxy, un peu comme l'Ukraine par exemple. Et donc, dans cet état d'esprit ou dans cette logique,
Boualem Sansal joue un rôle important dans le sens où lui, il va allumer la mèche de l'anti-algérianisme, si vous voulez. Enfin, je veux dire, la mèche qui va diaboliser l'Algérie. C'est pour ça qu'il a cette importance-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Boualem Sansal, enfin, tu l'as rappelé, depuis les années 90, il avait tenté de faire rencontrer son ministre de l'Industrie avec le ministre de l'Industrie israélien. Donc, déjà depuis les années 90, il est dans les petits souliers du système sioniste. Et puis après, il a publié, etc. Donc, on lui a donné de l'importance. Et en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est que une des mèches qu'allume Boualem Sansal, c'est que pourquoi il a été condamné à 5 ans de prison? Parce qu'il avait déclaré, je ne sais plus de quelle manière, mais en tout cas, je pense que c'était dans une émission de télévision. Enfin, en tout cas, il avait déclaré. C'était sur Frontières, l'ancien livre noir, l'extrême droite. Que les provinces de l'Ouest algérien appartenaient avant au Maroc. Et donc, il reposait le problème du conflit territorial entre le Maroc et l'Algérie. Un conflit qui était censé s'être apaisé dans les années 80 avec la signature d'un traité, mais on sait ce que vaut un traité. Un traité est un chiffon de papier qu'on peut déchirer, hein, c'est pas difficile. Et donc, à mon avis, il joue un rôle important et surtout, il est défendu son avocat, l'avocat qu'on avait désigné pour lui, c'était François Zimré. François Zimré, on ne le connaît pas trop, mais je l'ai mis dans le printemps des Sayanim. Malheureusement, le nom que je lui ai donné ne me revient pas, mais je crois que c'était un nom assez rigolo. C'est un Sayan, vous savez, c'est le genre de Sayan inconnu, de troisième plan, mais qui joue un rôle essentiel dans la dynamique du Mossad. Quand il était député européen, au Parlement européen, il emmenait des députés européens tous les 2-3 mois en Israël, un groupe, et la propagande, etc. Il était tellement, acharné, enfin pro-Israël, que le Parti socialiste, imaginez ça, ne l'avait pas mis dans sa liste pour les élections suivantes. Donc, vous voyez déjà les connexions, enfin, il y a BHL, etc. Et donc, Boualem Sansal sert de mèche qui n'est pas, et qui parle en plus, soi-disant inoffensif. C'est un écrivain, c'est un homme de lettres, on va pas le mettre en prison, etc. Mais en fait, c'est la couverture idéale pour des intérêts sionistes, pour des intérêts occidentaux, pour des intérêts il ne faut pas oublier quand même que grâce à Goldnadel et d'autres personnes, la droite française s'est embarquée dans la défense du sionisme de manière absolument hallucinante. Et donc, Boualem Sansal représente vraiment, et c'est pour ça qu'il revient tellement sur le devant de l'actualité. On le ressort, on publie des livres, des témoignages, parce que c'est une pièce maîtresse. Ils font pas ça. Les sionistes, ils se mobilisent pas pour rien pour un type comme ça. Et donc, c'est qu'il est très important. Si on fait tout ça, c'est parce qu'il est très important. Et Retailleau le sait. Enfin, Retailleau, qui connaît l'importance du lobby sioniste, il sait qu'en prenant fait et cause de manière absolument fantastique pour Boualem Sansal, il caresse le lobby dans le sens du poil. Il leur dit, je suis votre candidat, voilà. Faites-moi confiance, moi, je vais vous servir surtout. Et donc, pour finir, je pense que malheureusement, ça n'annonce rien de bon sur les relations entre l'Algérie et le Maroc, ou entre l'Europe, ou entre la France et l'Espagne, l'Amérique, etc., qui ont pris fait et cause pour le Maroc. Et avec l'alliance stratégique militaire du renseignement, etc., entre le Maroc et Israël, bon, peut-être qu'on peut s'attendre à des instants pas très agréables, voilà, pas très pacifiques.
D'ailleurs, faut rappeler que Boualem Sansal n'est pas un écrivain algérien, hein. C'est un écrivain qui n'est pas lu en Algérie, que très très peu de gens connaissent, et c'est une création parisienne, hein, vraiment, avec comme ils savent le faire, avec d'ailleurs un autre transfuge traître de l'Algérie qui est Kamel Daoud, qui s'est soumis aux lobby sionistes d'une manière vraiment très très humiliante. Donc c'est des personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment vraiment être d'une profonde stupidité pour tomber dans un tel panneau, parce que c'est grossier, ça se voit. Il n'existait pas, ils l'ont créé de toutes pièces, ils distribuent des prix Goncourt, prix Femina, prix blabla, etc. Ensuite, c'est les médias qui vont publier tout ça en quantité industrielle. Et quand ils font, et là où on se rend compte que ça n'existe pas dans le monde réel, c'est lorsqu'ils vont faire une manif. Par exemple, un sitting pour Boualem Sansal, ils sont 12. 20 maximum. Et c'est là où on comprend que ce n'est ni populaire ni réel, c'est une création politico-médiatique qui est quand même assez ridicule. Maintenant, j'ai une autre question qui est directement liée à ce qui se passe, donc à cette volonté de déstabilisation de la région du Maghreb, donc entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est en lien aussi avec ce qui se passe à Gaza. C'est que à partir du moment où on déstabilise des pays entiers, des zones entières, Irak, Syrie, Liban, Palestine, etc., et bien sûr Libye, et maintenant qu'ils veulent déstabiliser l'Algérie et le Maroc, l'Algérie qui est vraiment le rempart qui reste contre des déplacements de dizaines de millions de migrants africains. Comment c'est possible que l'extrême droite, parce que les propos que tient les plus grands supporters de Boualem Sansal, c'est l'extrême droite. C'est la sphère Bolloré, c'est Frontières, c'est Éric Tegner et toute cette clique-là. Donc, il crie au grand remplacement, à l'invasion migratoire, et en même temps, bande d'abrutis décérébrés, ils déstabilisent, ils sont pour la déstabilisation de zones entières qui contiennent des centaines de millions d'habitants. Moi, ça, j'arrive pas à le comprendre intellectuellement. Non, parce qu'il y a des priorités pour moi je l'appelle le lobby judéo-sioniste et l'extrême droite grâce au travail. Moi je trouve que c'est ça, un Goldnadel a fait un travail fabuleux. En 20 ans, il a mis l'extrême droite française dans sa poche, catholique, etc. Ça, c'est quand même un exploit. Bon, il n'y a pas que lui, mais lui, il a mené la bataille. Bon, donc il a réussi. Mais en fait, là où comment dire, je serais moins d'accord, c'est que le public, il n'a pas le choix. C'est-à-dire, il ne va pas comprendre, il va pas analyser les dessous des cartes, etc. À force de passer à la télévision, de dire Boualem Sansal est un écrivain, ceci, cela, et ses livres, eh ben, on finit par imposer le narratif. Voilà. Et c'est ça la force des médias lorsqu'il y a un consensus général. Et on sait à quel point aujourd'hui, quand les médias s'y mettent, parce qu'ils sont contrôlés soit par des banquiers, soit par le pouvoir, et donc ils vont dans le même sens. Bon, on a vu ça pour la crise sanitaire, etc. Et donc pour Boualem Sansal, c'est la même chose. Maintenant, la première priorité, la priorité principale, c'est de déstabiliser ou de faire mal à un pays qui prétend être nationaliste ou avoir une politique indépendante ou ne pas suivre la voie tracée par les autres. Alors, par exemple, on sait que le rêve de Trump serait que les accords d'Abraham s'étendent à tous les pays arabes. D'ailleurs, cette semaine, j'ai posté un truc où il y a des centaines de rabbins se réunissent en Azerbaïdjan, qui est quand même un pays musulman, enfin qui était un pays musulman, et pour élargir les accords d'Abraham. Or, les accords d'Abraham, pour résumer, c'est une paix imposée, c'est une pax israélana imposée aux pays arabes,
où Israël ne fait aucune concession. Voilà. Et donc, il y a des pays qui résistent, bon, dont l'Algérie ou la Tunisie, et donc il faut leur faire payer d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est la priorité numéro un. Et je pense que après les conséquences, c'est-à-dire sur 1 million, 2 millions, 3 millions de réfugiés, d'abord, ce n'est pas la priorité du lobby judéo-sioniste, qui n'en a rien à fiche. Donc, lui, la priorité, c'est déstabiliser un pays inamical. Et donc, il fait le forcing pour ça. Et ceux qui soutiennent la droite, etc., marchent. Et après, ils vont se plaindre des conséquences. Mais ça, le lobby judéo-sioniste, il n'en a cure. L'essentiel, c'est que lui, il a réussi à faire passer sa priorité et son plan. Et à mon avis, enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'Algérie, je ne sais pas jusqu'à quel point jusqu'où ils veulent aller. Mais en tout cas, il veut mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Par exemple, comment la France, qui a des intérêts fantastiques avec l'Algérie, vitaux avec l'Algérie, peut se permettre, juste pour obéir aux injonctions du lobby, peut se permettre de foutre en l'air ses intérêts vitaux avec l'Algérie, juste pour complaire au lobby judéo-sioniste. Et c'est ça vraiment la soumission d'un gouvernement occidental aux intérêts spécifiques du lobby. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça, voilà. Alors que Mélanie ne le fait pas, et elle prend des positions. Et c'est là où on voit que quand même la France, pour moi, il y a deux pays où la toile d'araignée des Sayanim est quasiment, elle est presque étanche. Elle contrôle tout. C'est la France et les États-Unis. Voilà. Et l'Allemagne aussi, l'Allemagne. Mais c'est une autre affaire, l'Allemagne, c'est autre chose. Effectivement. Justement, alors, pour finir, une dernière question concernant l'accusation sioniste de la volonté des Arabes de détruire l'Israël, les Juifs, pas de détruire l'Israël, de tuer tous les Juifs, hein, en faisant fi de l'histoire du sauvetage des Juifs séfaradim par la chute de Grenade, par le Maroc, l'Algérie et Istanbul, etc. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, en fait, moi j'ai toujours dit, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands intellectuels comme Ronnie Broman et dernièrement Elie Barnavi qui parle de guerre civile prochaine et de destruction de l'État israélien et du projet sioniste qui s'effondrera sur lui-même en fait parce que ce n'est plus possible. Il y a quelque chose qui n'est pas viable là-dedans. D'abord, on peut pas construire un État sur la guerre perpétuelle. Ce n'est pas possible, c'est pas viable. On ne peut pas se mettre à dos la planète entière, toute la région, parce que bon, il y a quand même des peuples qui vivent là-bas, donc ils auront même s'ils mettent en place le Eretz Israël avec du Nil à l'Euphrate, avec le délire biblique, pourquoi pas? Mais il va y avoir quand même après l'Euphrate et après le Nil des populations extraordinairement hostiles puisqu'on leur a volé leurs terres. Donc ce n'est pas viable et de surcroît, on le voit avec ces barbares tueurs d'enfants qui en fait, on peut pas construire une société avec des génocidaires. Ce n'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas viable. L'immigration s'est inversée. Et il y a de plus en plus de gens qui tiennent ce discours et qui disent d'ailleurs le projet sioniste, il est mort. Le monde entier a vu son visage monstrueux et c'est juste les derniers balbutiements de la bête morte. Alors. Oui, alors le drame du sionisme, c'est quoi? Dès le départ, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, dès les années 20, le sionisme, c'est, comment dire, admis pour axiome principal, c'est qu'il ne peut pas vivre avec les Arabes et donc il faut qu'il soit
perpétuellement en guerre. Pourquoi? Parce qu'il pense que les Arabes vont lui refuser une existence pacifique. En fait, le sionisme, dès 1948, ou même dès 1947, puisque quand il y a eu le plan de partage voté par l'ONU, les sionistes ont envoyé une délégation en Jordanie, menée par Golda Meir, qui a rencontré le roi Abdallah, qui lui a dit, voilà, nous on va créer notre État juif, et l'État palestinien, il ne devrait pas être créé. Prenez-le, prenez la partie Est, prenez la Cisjordanie, et nous on prendra la partie Ouest. Et donc c'est ce qui a été fait. Et depuis 1948, les Israéliens ou les sionistes tablaient sur une hostilité permanente. Le sionisme ne peut pas faire la paix. Pourquoi? Parce que, pour des raisons internes. Vous savez qu'en Israël, il y a à peu près 22-25% de non-juifs. Et le système a fait en sorte de les parquer dans des zones invisibles. Ça, c'est une réussite exceptionnelle. Là, vraiment, bon. Or, c'est-à-dire, par exemple, il y a des systèmes scolaires séparés. Un juif, un arabe, ils ne se rencontrent jamais. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je connais des adolescents de ma famille, ils n'ont jamais vu un arabe, sauf un ouvrier. Vous connaissez, je vais vous raconter une blague qui se raconte en Israël. Il y a un grand-père qui balade son petit-fils à Tel Aviv. Et il lui dit, écoute, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai construit la tour là, au port. Quand j'étais jeune, j'ai construit la route que tu vois là, sur laquelle on marche, etc. Et à un moment donné, le petit-fils, il dit, dis-moi, papy, quand tu étais jeune, tu étais arabe? Et donc, en fait, c'est ça, il y a, les Arabes font leur, on les met de côté, et les sionistes, c'est la mentalité d'un Israélien. Vous savez, moi, j'ai connu des mères juives israéliennes qui disent, je vous assure, c'est, voilà, ils ont une fille, par exemple, parce que de temps en temps, on dit, ah, il y a une fille qui est partie avec un arabe. Enfin, c'est terrible. C'est comme si elle a eu un cancer généralisé à 14 ans. Voilà. Enfin, bon. Et donc, il y a des mères qui disent, j'ai entendu, hein, donc, je préfère que ma fille meure plutôt que de sortir avec un arabe. Il y a une telle, le système a créé une telle hostilité entre les deux communautés, ça l'arrange. Pourquoi pas? Imaginez qu'il y ait la paix. C'est-à-dire que les Juifs et les Arabes vont aller dans les mêmes écoles, fréquenter les mêmes boîtes de nuit, etc. Et ils vont commencer à se marier, ou peut-être à sortir, à voyager ensemble, etc. Et c'est la fin du sionisme. C'est la fin, comment dire, de la spécificité ethnique judéo-sioniste. Parce qu'en fait, ces athées sionistes qui sont venus dans les années 20 et 30, ils avaient un truc, c'est que ils étaient ethniquement racistes. Par exemple, dans les kibbutzim, soi-disant le nec plus ultra du communisme, ils n'admettaient pas les Arabes. Et donc, le régime, le pays s'est créé sur cette hostilité. Et cette hostilité, elle va jusqu'à, vous savez, par exemple, elle va de plus en plus fort parce que il y a eu une loi sur la nature du peuple, la loi sur la nature du peuple juif, quelque chose comme ça, ouais, publiée en 2018, qui renforce le caractère juif de l'État. Aujourd'hui, par exemple, une ville mixte, enfin où il y a une minorité arabe comme Haïfa, dans les maternités, les femmes juives occupent une place à part et les Arabes une place à part. Il y a une frontière psychologique, sociologique, intellectuelle. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Kashoua, qui était un écrivain arabe israélien. Il a écrit 3 livres, vraiment. Enfin, si vous voulez connaître comment dire, l'humiliation constante de l'arabe israélien qui est soi-disant citoyen, etc., il faut lire ses livres. Et il était rédacteur en chef. Comment il s'appelle? Kashoua. J'ai oublié son prénom. Et il a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle Les Arabes dansent aussi, ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc,
c'est cet état d'esprit dont les Israéliens ne peuvent pas se départir. Et aujourd'hui, c'est dans leur ADN. Et s'ils le font, ils sont perdus. S'il y a la paix, ils sont perdus. Et deuxièmement, pour qu'Israël, voilà, ça y est, Kashoura, voilà. Et s'ils font, ils peuvent pas faire la paix parce que c'est une société guerrière. C'est une société où le héros, vous savez, moi je me souviens de l'époque des années 60, quand un jeune se baladait avec le béret du parachutiste, les filles tombaient en pamaison parce que tu portes le béret du parachutiste, le héros, etc. Vous savez, moi qui suis l'actualité, quand il y a un soldat qui tombe, mais il faut voir tout le cinéma qu'on fait autour. On fait intervenir, c'est ça c'est presque l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique ou le régime nazi, mais avec la liberté. C'est-à-dire, tu es la mère, il faut que tu fasses un discours qui sera repris par les journaux. Tu es la sœur, il faut faire un discours qui sera repris par les médias. Et donc, quand il y a un soldat qui meurt, on écoute les infos et ils disent, la sœur a dit, tu étais la lumière de ma vie, tu étais le gars le plus gentil, tu étais le soutien. Et tout le pays, il vit ça. C'est ça, c'est un pays qui vit dans, comment dire, dans cette hystérie guerrière de l'héroïsme, du sacrifice suprême, etc. Et il ne peut pas. L'état profond, c'est ça ce qu'il veut. En fait, l'état profond, il veut une société. Bon, peut-être là maintenant, il est allé trop loin, peut-être. Mais parce que aussi, l'état profond avait cru pouvoir maîtriser cette évolution. Cette évolution-là, elle échappe. Quand vous écoutez un Barnavi, pourquoi il est comme ça? C'est pas parce que soudain il est pour deux États ou pour un État palestinien. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a toujours, toute sa vie, travaillé contre un État palestinien. Donc, il ne faut pas venir nous raconter des histoires. D'accord? Voilà. Sauf que lui, il veut revenir à cet état, comment dire, presque de virginité politique du sionisme. Les sionistes, vous savez, ils sont, moi je leur tire mon chapeau, j'appelle ça le génie du mal, mais c'est un génie fantastique, voilà. C'est une idéologie totalitaire, mais qui permet à des voix opposées de s'exprimer. Je vais vous donner une illustration. Imaginez l'Union soviétique qui dirait à Solzhenitsyn, bravo Solzhenitsyn, tu nous représentes, va à l'étranger défendre l'Union soviétique. Eh bien, les sionistes le font. Et c'est le seul pays totalitaire qui se permet de telles extravagances. C'est ça qui est fantastique. Vous n'imaginez pas l'Union soviétique faire honneur à Solzhenitsyn. Eh bien, les sionistes le font. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des écrivains comme Amos Oz, Abbe Yehoshua, comment il s'appelle l'autre, enfin bon, celui sur lequel je viens de publier un post, mais j'avais dit, ce type-là, ces trois grands écrivains ont toujours refusé de dire aux soldats, n'allez pas dans les colonies. C'est le seul moyen d'arrêter. Or, tous les Barnavi, etc., n'ont jamais dit aux soldats refuser d'aller dans les colonies. Donc, les sionistes ont su créer, et ça c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce qui a trompé le monde pendant longtemps. Jean-Paul Sartre, il a été berné par l'idéologie sioniste, parce que il voyait ces gens de kibbutz, ces intellectuels, etc. Il s'est dit, oh là là, c'est fantastique. Et donc, il voudrait. Maintenant, ça leur a échappé. C'est-à-dire, pendant des années, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, la Fondation de la paix, Shimon Peres, alors que c'est un criminel de guerre. Mais ils ont su créer sauf qu'ils sont tombés dans leur propre piège. C'est-à-dire, et on leur a dit d'ailleurs, c'est pas qu'ils n'étaient pas conscients. Vous savez, il y a cette vidéo de 6 anciens chefs du Mossad et des chefs d'état-major qui date de 2014-2015. Je vous assure qu'ils prédisaient à peu près ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va arriver à une impasse, etc. Sauf que
Le drame des sionistes, c'est que c'est le train fou qui allait dans une direction, ils ne pouvaient plus l'arrêter et ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ça leur a échappé. Ça leur a échappé, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prévu que l'extrême droite va tenir les mains du gouvernement. Netanyahou, à mon avis, vous savez, il y a 10 ans, je disais Netanyahou est un modéré, on se fichait de ma gueule. Et Netanyahou n'aurait pas fait ça il y a 10 ans, il y a 5 ans. Il y a plusieurs fois, d'ailleurs, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Plusieurs fois, il était Premier ministre. Oui, il n'a pas fait. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il voulait arrêter. Mais chaque fois, les types d'extrême droite, il lui dit tu arrêtes, on quitte le gouvernement et tu tombes. Voilà. Et donc, en fait, ce que les sionistes n'ont pas prévu, c'est l'accélération de l'histoire. C'est-à-dire qu'une bonne partie aujourd'hui, et qui n'ira qu'en s'accroissant. C'est pour ça que c'est fichu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie aujourd'hui qui n'en a rien à fiche de l'image, etc., de l'Occident. Ils méprisent l'Occident, l'égoïsme. Ils n'ont que mépris pour ces gens-là. Ils n'en ont rien à fiche. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout brûler parce que ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils ont raison contre tout le monde et s'il faut aller jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout. Et le système sioniste, qui a été parfait pendant 80 ans, cette image, etc., a fini par échapper aux maîtres, à ceux qui tirent les ficelles. C'est ça leur drame maintenant. C'est un genre de golem qui a échappé à son maître. Ouais. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, il n'y a rien de structuré dans cette construction fictive. Même les États-Unis même c'est Washington qui soutient Tel Aviv sans les livraisons d'armes, il n'y a pas de guerre. Et quand on voit cette alliance bizarre entre les chrétiens évangéliques qui, pour eux, les juifs, c'est des égarés qui iront en enfer, les autres également, sauf si ils rentrent dans leur religion, s'ils se convertissent. Enfin, c'est l'alliance la plus bizarre de tous les temps, qui risque de s'effondrer d'ailleurs, parce que le petit peuple américain n'en peut plus de tout ça. Il crève la dalle par dizaines de millions. Il y a plus de 60 millions de tickets de rationnement aux États-Unis. C'est un pays qui est de plus en plus pauvre. Donc, je ne sais pas où cela va nous mener tout ça, mais certainement pas où croient partir, se diriger les sionistes, les messianistes, les adorateurs du Mashiach et ceux qui veulent construire le fameux troisième temple. Merci infiniment, Jacob, pour cet entretien. C'était un plaisir. Quelle est ton actualité littéraire, conférence, peut-être des dédicaces? J'imagine pas grand-chose, on est en plein mois d'août, mais peut-être pour la rentrée. Non, je n'ai pas rien de ça, sauf que je continue à écrire. Voilà, c'est mon activité. Donc, le dernier livre, c'est la 26e tribu. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez vous procurer tous les autres ouvrages, avec le célèbre Le Printemps des Sayanim et tous les autres, ben vous savez quoi faire. Vous allez à votre librairie, sur Amazon, un peu partout, pour vous les procurer. Merci encore une fois, Jacob. C'était un grand plaisir. C'est réciproque, vraiment, c'est partagé. À très bientôt et merci les amis de partager au plus grand nombre afin que cette réalité parvienne aux ignorants et on va dire aux naïfs et aux flemmards qui veulent pas se renseigner. Ils devraient pourtant, parce que tout ceci se fait avec leur argent, avec leur sang souvent. Voilà, à un moment donné, c'est comme le feu, il arrive chez soi. On croit qu'il est loin, mais à un moment donné, il arrive chez soi. Alors, il serait temps de se préparer. Voilà. Merci beaucoup. Partagez, likez, commentez. À très bientôt. Ciao. Ciao, salut.